c'est pour mon peuple que j'écris. Oui, c'est pour ce peuple qu'on tue. Tu veux faire quelque chose pour mon peuple, toi aussi? Là, tu n'as pas de choix, parce que sans toi, rien de ce que je fais ne suffit. Oui, c'est pour ce peuple qui prie, pour ce peuple je m'écris. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Œil sur la politique. Nous avons donc en face de nous monsieur Pierre-Milika Mimanga, qui est un membre du mouvement congolais contre la dictature, section Amérique du Nord. Bonjour monsieur Pierre-Milika. Monsieur, bonjour. Alors, bonjour, monsieur Pierre-Milika, nous allons parler aujourd'hui de plusieurs sujets, des sujets qui concernent un peu votre pays d'origine, à savoir le Congo-Brazzaville. Donc, nous allons ici un peu de parler de la situation sociopolitique et économique qui fait couler un peu beaucoup d'encre. Nous allons parler aussi de l'affaire Ntoumi, de l'affaire des sages du pôle et aussi de l'affaire du FMI avec son aide qu'on veut accorder au gouvernement congolais, puisque la position de l'opposition contre la diaspora et l'affaire du CHU. Alors pour commencer, on va d'abord commencer avec la première question qui consiste en fait à savoir un peu le dialogue annoncé par le pouvoir en place. Nous avions entendu la fois dernière par la bouche de M. Isidore Mbouba que en fait il voulait négocier avec M. Ntoumi. Mais moi, toujours dans mes recherches, on essaie un peu d'analyser la situation et en fouillant, puisque je suis allé dans le compte Facebook de M. Dean Elvis Talissan, et là-bas il est écrit, c'est même la position du gouvernement, que le gouvernement ne demande que la reddition des ninjas. Bon, l'Insililou, s'il faut le dire ainsi. Il demande que la reddition. Il peut y avoir pardon, selon les dires du président de la République, il peut y avoir pardon seulement pour ceux qui ont été induits en erreur par Ntoumi, mais pas Ntoumi lui-même. Bien, merci de m'avoir invité. En ce qui concerne le fameux dialogue, annoncé à la fois par le dictateur lui-même et ensuite par le président de son assemblée. Bon, vous savez que c'est cette routine, c'est cette sauce. On est habitué à des multiples dialogues. Voilà. Et nous avons un problème au pays. Eux, ils savent très bien le problème. Le problème, ce n'est pas la personne de M. Ntoumi. Le problème, c'est que le pays vit sous une dictature et que rien ne marche. Et donc, il va falloir que, dans un élan de solidarité, que toutes les filles et fils du pays puissent se retrouver pour regarder ensemble qu'est-ce qui ne va pas et comment on peut projeter des approches, des solutions. Bon, il est fort de constater que le pouvoir se renferme toujours et refuse de voir la vérité, la réalité en face, et cherche toujours à organiser ces rencontres qu'ils appellent amicales, qu'ils appellent dialogue. Oui. Et là encore, ils en parlent. Est-ce que c'est le dialogue comme ils l'ont toujours fait, ils se retrouvent quelque part, ou c'est le dialogue avec M. Ntoumi ou avec les ressortissants du département dont issu M. Ntoumi? Bon, c'est vraiment de l'ambiguïté. Voilà. Le dialogue, pour qu'il soit national, inclusif, il faut qu'il y ait de rapport de force sur le terrain. Alors aujourd'hui, celui qui semble être au centre de ça, c'est M. Ntoumi. Et donc il n'y a que le département, la zone du pôle où il y a problème. En tout cas, pour tout pouvoir, voilà. Et donc eux, ils ne se sentent pas coincés, puisque pour eux, la vie sociale, économique
va bien, les gens circulent normalement, ça c'est selon eux. Pourquoi négocier ou pourquoi organiser un dialogue? Et donc s'il y a une partie de l'opposition qui pense que cela est possible, ça nous fait frémir. Oui. Parce que s'il y a un dialogue, le dialogue n'est ni organisé ou ne sera ni organisé par la dictature, encore moins par l'opposition plurielle. Mais c'est un dialogue qui sera organisé par la... Bon, c'est vrai qu'on se dit, bon, là, cette communauté internationale, on la tape dessus. Pourquoi? Pour nos problèmes, il faut qu'elle soit là. Mais en tout cas, au moins, qu'il y ait une certaine neutralité dans l'organisation d'un dialogue. Ça veut dire que ce n'est pas à M. Sassou de choisir le lieu. Ce n'est pas à M. Sassou d'assurer la sécurité. Hein? Ce n'est pas à M. Sassou de donner l'ordre du jour du dialogue. Non. Il y aura une commission à l'image même de la conférence nationale. Et ça, c'est sans vos... Tu comprends? Ah oui, mais c'est-à-dire que si on veut réellement régler le problème du pays. Oui. Hein? Bon, maintenant que la situation étant, nous connaissons ce que c'est ce monsieur. Hein? Il n'est pas prêt à cela. Étant donné qu'il n'est pas prêt à cela, ce qu'il y a à faire, c'est de se réorganiser parce que on a passé beaucoup de temps, la période référendaire. Hein? Avant, on en a parlé du dialogue, de la révision de la Constitution, de beaucoup de choses. Bon, c'est le statu quo, rien n'a bougé du côté de l'opposition. Donc, l'opposition n'a rien obtenu. Mais pourquoi insister sur les mêmes schémas? Non. Est-ce que cette situation n'est pas aussi celle qui vous divise au sein de l'opposition, que ce soit l'opposition locale, c'est-à-dire quand je parle de l'opposition locale, ceux qui sont au pays, et vous qui êtes, vous qui êtes à l'étranger, parce qu'on laisse un peu de voir que parmi vous, la diaspora congolaise, surtout celle qui constitue cette opposition de la diaspora, il y a certains qui sont pour le dialogue et d'autres sont contre le dialogue. Moi, j'aimerais un peu savoir votre position, votre mouvement congolais contre la dictature. Est-ce que vous êtes pour ou bien contre? Bien, merci. Bon, vous savez, c'est une question politique. Hein? Oui. Ouais, c'est parce qu'elle est politique qu'il y ait de l'opposition au sein de l'opposition. Hein? Et donc, il faut que les gens se retrouvent, discutent, hein? Et trouver une solution sur cette question. Si réellement on est à l'opposition. Bon, maintenant, la position qui est celle du mouvement congolais contre la dictature, elle est claire, elle reste inchangée. Le Congo est sous une dictature. Il n'y a pas, les conditions d'un dialogue ne sont pas réunies. Donc le mouvement congolais contre la dictature, en tant qu'entité politique, ne voit pas comment il peut se lancer dans une telle aventure. Ça ne nous concerne pas, ce qu'on a, comme on l'a toujours dit. Nous l'avions, nous sommes partisans d'une discussion. Hein? Il faut que les gens se retrouvent un jour. Mais se retrouver comment et dans quelles conditions? Mais pas dans les conditions actuelles. Non, les conditions actuelles ne nous permettent pas de s'asseoir autour d'une table avec la dictature, parce que elle ne cède sur aucun point. Voilà. À partir de quel moment les conditions, puisque vous parlez des conditions réunies, mais à partir de quel moment, selon vous, les conditions peuvent être réunies pour parler ou bien pour négocier réellement avec le pouvoir de Brazzaville? Puisque vous dites que c'est pour le moment, c'est pas le moment de négocier, mais quand exactement et à quel moment? Bon, les conditions seront réunies ou peuvent être réunies ou sont réunies dès lors que au Congo tout le monde sera libre, hein? Parce qu'aujourd'hui nous parlons des prisonniers politiques par exemple. Oui. Il y en a à Brazzaville. Donc si on veut aller à un dialogue, il ne doit plus avoir des gens qui, de par leurs opinions politiques, se retrouvent incarcérés. Hein? S'il doit avoir
négociation, ou plutôt dialogue, il faut que certaines personnes, aujourd'hui, qui vivent en exil, hein, qui sont frappées par une interdiction de rentrer dans leur pays, hein, cette interdiction soit levée. Hein. Et il faut que tout mouvement politique ou toute association politique puisse mouvoir dans le pays librement. Il faut que les médias d'État soient accessibles, hein, à tout le monde. Donc il n'y ait pas un parti dominant, puisque tout le monde paye ses taxes. Et donc si ces conditions-là sont réunies, en ce moment-là, les gens peuvent essayer de voir dans quel contexte faut-il négocier. Et encore, je le cite, pas avec cette force publique-là, de cette manière-là, parce que telle qu'elle se présente aujourd'hui, on ne voit pas des opposants, véritablement opposants, qui peuvent se retrouver à Brazzaville et qui ne soient pas inquiétés. Oui, bon, il y a un proverbe congolais qui dit que Zela Zela Mokomboso Zanga Mokila. Donc à force de reculer les choses et d'attendre que tous les opposants soient libérés, je pense que ça c'est mon humble avis. C'est pas maintenant que ces gens-là seront libres, parce que lorsqu'on essaie un peu d'analyser en fait la politique menée par ce gouvernement, il est encore difficile de le confirmer. Bon, non, mais c'est pour dire que l'opposition, qu'elle soit locale, oui, ou celle de l'extérieur, doit, comme je l'ai dit, revoir ses stratégies de lutte. Parce que c'est en revoyant les stratégies de lutte que nous pouvons prétendre contraindre au pouvoir ou à cette dictature un dialogue. Parce que si les conditions sont telles qu'elles sont aujourd'hui, effectivement, ce que vous dites est vrai. Parce que pour eux, il n'y a pas de crise. Mais si les conditions peuvent changer demain, pourquoi on parle de dialoguer ou de dialoguer avec Ntoumi, ou alors de, malgré des expressions qu'on utilise, hein, pardonner ce que Ntoumi a induit en erreur. Oui, mais c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pour dire que ça coince quelque part. Hein? Puisque M. Sassou venait d'organiser des élections dans tout le pays, vous avez vu. Oui. Mais sauf un peu dans la zone que M. Ntoumi. Il n'a pas pu les organiser. Mais imaginez que il y a eu d'autres localités où il n'y a pas eu élection. Ça devait faire réfléchir. Oui. Et donc, il faut que les gens revoient, l'opposition notamment, revoient les conditions, les stratégies de mener le combat. D'accord. C'est bien, merci, nous avons écouté. Mais j'aimerais un peu revenir un peu sur la situation du pool, avant d'aborder un peu la situation économique et la situation du CHU qui fait encore couler beaucoup d'encre. Et nous avions vu que le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, avait reçu les sages du pool pour parler un peu effectivement de ce dialogue, et qu'il y a eu aussi... je ne sais pas si en termes de guerre au niveau du Moyen-Orient, lorsqu'on dit le fatwa ou la fatwa, bon, je ne sais pas exactement. Comment, la question est de savoir, est-ce que les sages, ceux qui sont dits les sages du pool, est-ce qu'ils ont été choisis par la population du pool en tant que tel? Quels sont les critères de choix? Comment... bon, c'est quelque chose que je ne comprends pas, que la population aussi ne comprend pas, parce que quand on essaie un peu de voir dans les réseaux sociaux, certains boudent ces sages, ils disent que ce sont des gens c'est des corrompus du gouvernement. Mais vous, par rapport à votre expérience dans le domaine politique, comment est-ce qu'on choisit les sages d'un village pour aller représenter exactement la population dans ce genre de situations-là? Parce que pour les députés, on sait que c'est des élections, mais pour les sages du pays, comment ça se passe? Bon, moi je ne pense pas qu'il y ait un mécanisme officiel légal permettant de choisir un sage, non. Je crois que
c'est des gens qui sont pris au hasard, soit de par leur âge, soit de par leur expérience, je ne sais pas, professionnelle, mais souvent, dans nos traditions, ce sont des gens un peu âgés, qu'on prend pour aller régler un problème. Bon, maintenant, l'histoire des sages au pays, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que c'était il y a au moins 2 ou 3 ans, hein, dans ce même studio, on en avait parlé. Et voilà, donc si on s'interrogeait si réellement il y a des sages au pays, ce qu'on appelle sages. Hein, si ce sont des gens triés par rapport à telle ou telle considération. Non, on ne tient même pas compte des critères. Hein. Des considérations. Bon, voilà. Parce que qu'est-ce que nous constatons ou qu'est-ce que nous avions constaté un peu par le passé quand M. Sassou organise ses élections? Vous voyez qu'il y a ces sages-là de toutes les régions qui font des collectes et ils vont lui donner pour dire qu'ils le soutiennent, alors que s'ils sont sages, tous ceux qui concourent à l'élection, ce sont leurs enfants. Donc s'il y a de l'argent à donner, on donne à tous les enfants. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donner rien qu'à M. Sassou et tout comme ça. Donc on voit comment cette histoire est biaisée. Ce sont des gens, on n'a pas à les accuser de quoi que ce soit, mais sauf que ça fait un peu honte que lorsqu'on se dit sage, et si on veut vraiment régler un problème, et qu'on se comporte de la sorte. Donc, pour répondre de façon succincte à votre question, je dirais qu'il n'y a pas un mécanisme légal, officiel permettant la désignation ou la nomination, on ne sait pas, des sages. Voilà. D'accord. Alors, j'aimerais un peu revenir aussi sur la question, bon, pas revenir, mais on aimerait un peu aborder la question de la conférence du Premier ministre, Clément Mwamba, du 10 octobre 2017, où il avait en fait expliqué à la population un certain nombre de problèmes, la crise économique que le Congo est en train de subir. Mais certains Congolais, toujours dans les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, s'interrogent un peu sur un certain nombre de problèmes. Ils s'interrogent sur des questions qui sont liées surtout à la situation chaotique du Congo, bien sûr. Parmi ces questions, si j'ai bien noté, je vois ici, il y a quelqu'un qui se pose la question de savoir pourquoi est-ce que M. Mwamba ne parle pas des réformes structurelles à faire au niveau du Congo-Brazzaville par rapport à cette crise d'abord. Et la deuxième question, c'est les causes réelles et exactes de ce chaos. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des sanctions? Est-ce que cela veut dire que tous ceux qui sont actuellement, puisqu'on sait que la crise est venue à cause de ceux qui sont actuellement au gouvernement, et donc normalement il devrait y avoir en fait une enquête pour savoir là où ça n'a pas marché, à cause de qui, ou bien pourquoi telle situation est arrivée. Donc il y a un peu le flou dans cette situation. C'est ce que j'ai simple de voir dans les réseaux sociaux, sur YouTube, beaucoup de Congolais qui s'interrogent un peu par rapport à cette situation-là. Bon, je ne peux pas répondre à la place de Mwamba, mais ce qui est vrai, les réformes, pour mener les réformes, il faut l'argent. Oui. Donc il s'avère que le pays est en crise, donc ils n'ont pas l'argent. Et ils ont tendu la main au Fonds monétaire international. Oui. Donc certainement, une fois l'argent trouvé, c'est vrai que c'est de l'argent sous condition. Donc ils pourront mener les réformes, je suppose. Hein? Bon voilà, donc ça, il n'y a que Mwamba qui peut répondre à cette question, pourquoi il ne mène pas des réformes économiques. Bon, maintenant, pourquoi les causes de la crise? Mais les causes de la crise, ou d'abord, pourquoi les gens ne sont pas sanctionnés? Mais qui va sanctionner qui d'abord? Hein, il n'y a pas eu changement de régime. Hein? Ce sont les mêmes, lorsque vous les voyez au gouvernement, ce sont les mêmes. Hein? Et on change un peu des postes et tout comme ça. Donc, ils sont tous responsables, hein, de cette crise. Oui. Donc, c'est quoi? C'est la gabégie. La cause, c'est la gabégie. La cause, c'est que avec autant d'argent que le pays a eu, les gens ont eu à effectuer des investissements non productifs. Hein? Ils ont investi dans des routes ou, je sais pas moi, la construction
de certains édifices, mais qui ne sont pas créateurs d'emplois, hein? Des bénéfices. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rentables. Rentables, oui. Ouais, hein? Et donc, c'est ça. Il y a le mauvais investissement, hein? Il y a la gabegie, et ces facteurs-là sont à l'origine de la crise que traverse le pays. Voilà. Mais que suggérez-vous, par exemple, pour une sortie de cette crise, votre mouvement, le mouvement congolais contre la dictature? On sait qu'actuellement, l'heure n'est plus à la division. L'heure, aujourd'hui, c'est en fait, on doit se retrouver ensemble pour trouver des solutions et faire sortir le pays. Quand je parle du pays, je vois beaucoup plus la misère que subit la population aujourd'hui, avec des travailleurs, des fonctionnaires qui ne sont pas payés pendant des mois, les agents de la mairie, les travailleurs par exemple du CHU que vous avez vu par exemple à la télé, toutes ces choses. Que préconisez-vous pour votre mouvement politique? Bon, lesquels qui vont se retrouver ensemble pour trouver une solution à la crise? Un leader politique tel que vous l'êtes est toujours là pour le peuple, pour trouver des solutions. Nous ne pensons pas. Au mouvement congolais contre la dictature, nous ne pensons pas qu'il y ait un apport quelconque, qu'il soit de l'opposition ou du mouvement congolais contre la dictature. Non, non, non. Nous avons un problème. Il y a une dictature. C'est la dictature qui est à l'origine de tout ce que le pays traverse aujourd'hui. Donc, de toute la crise avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Et donc, la seule solution, c'est pour le mouvement congolais contre la dictature, comme pour une opposition responsable aussi, c'est d'être du côté du peuple, effectivement, et voir dans quelles conditions, dans quelle mesure accompagner le peuple, plutôt dans quelle mesure, oui, accompagner le peuple, à ce que ce monsieur soit dégagé des affaires. Donc nous ne pouvons pas nous asseoir avec la dictature pour chercher à trouver des voies et moyens de sortir le pays de cette situation. Non, c'est la dictature qui a gâché, qui a mal géré. C'est la dictature qui a mis le pays dans cette situation. Comment voulez-vous que nous invitons à s'asseoir pour chercher à... Non, le faire, c'est comme si on veut la sauver, cette dictature, alors que l'objectif est de les bouter, n'est-ce pas, du pouvoir. Cette chanson-là, on l'entend depuis des années, que ça se doit quitter, ça se doit partir, ça se doit partir. Ce n'est pas pour ça fait des années que vous insistez sur le même discours et que la situation ne change pas. Ce n'est pas pour autant que les gens doivent se croiser les bras. Nous avons vu dans beaucoup de pays où les gens ont lutté pendant plus de 20 ans. Hein? Voilà. Le grand problème aujourd'hui, c'est quoi au niveau de l'opposition? Au niveau de l'opposition, il y a une jalousie politique qui paralyse l'action de l'opposition, qu'elle soit locale ou celle de la diaspora. Voilà. Donc, et surtout l'opposition locale aujourd'hui. Bon, peut-être pas surtout, mais en tout cas l'opposition locale, dans sa configuration actuelle, c'est tellement très difficile de changer quelque chose. Ah oui, parce que lorsque vous les voyez, ils sont tous des collaborateurs de M. Sassou. Hein? Parce que ce n'est pas facile qu'on ait passé 5, 6, 7, 10, voire 15 ans pour certains au pouvoir, soit ministre ou aux fonctionnaires. Et que du jour au lendemain, on devient opposant. On devient opposant. On ne devient pas opposant parce qu'on a été limogé de son poste. Non. Donc ça doit être clair. Donc ces gens-là, c'est très très difficile qu'ils jouent le rôle que jouerait un opposant. Une véritable opposition. Ça c'est clair. Hein? Et bon, au niveau aussi de la diaspora, il y a une certaine faiblesse. Hein? Est-ce que c'est un peu, hein, si on revient à ce que tu venais de dire, est-ce que c'est le fait que ça nous fait longtemps qu'on est là et qu'on lutte et qu'on n'a pas des résultats parce que quand on est à l'opposition, on n'a pas d'argent. On doit travailler pour se nourrir, pour nourrir la famille et tout. Et lorsqu'on est au pouvoir, vous voyez comment ils sont et comment ils gèrent. Et donc vous avez des postes et cela vous permet d'avoir l'argent. Et donc par rapport à ça, certains peut-être pensent que il n'y a plus rien à faire, donc il faut se jeter dans la bouche de l'eau.
De la division, là, c'est en fait la division de la diaspora. Bon, les opposants de la diaspora. Pour certains dans la diaspora, moi j'ai suivi, je crois il y a 5 jours, un député, soi-disant un député, dans une vidéo qui se vantait de sa richesse et qu'avec son argent, il était proche de la diaspora, notamment celle de France, oui. Et qu'elle pouvait diviser la diaspora parce qu'elle a l'argent. Donc, tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il sait que parmi, il y a des esprits faibles. Donc, il n'a pas tort, parce que parmi les opposants qui sont dans la diaspora, surtout au niveau de la France, nous avons constaté que nombreux sont tombés. Hein. Bon, c'est ça. Mais vous savez, c'est un combat. Hein? Ouais. C'est un combat, c'est une lutte. Il y a ceux qui tombent parce qu'ils sont malades. Ils n'arrivent pas à se faire soigner ou de façon naturelle. C'est la mort, ils partent. Hein? Et il y en a ceux, effectivement, les faibles, qui cèdent. Cette misère fait qu'ils soient corrompus. Oui. Et tout consort. Mais il y en a ceux qui tiennent. Oui. Et nous, on va avec ceux qui tiennent. Ceux qui tiennent comme le mouvement congolais contre la dictature, ceux qui tiennent comme d'autres associations, comme le Nouveau Congo, ceux qui tiennent d'autres personnalités et qui ne sont pas dans des associations politiques, mais qui luttent pour la cause du pays. Oui, avec cela, on continue la lutte, le jour arrivera. D'accord. J'espère qu'au niveau de l'Amérique du Nord, j'avais entendu quelque chose comme ça avec, je ne sais pas, le club des opposants de l'Amérique du Nord, quelque chose comme ça, l'association des opposants de l'Amérique du Nord. Quand on a été exactement? C'est pas l'association en tant que telle, mais j'ai oublié peut-être le nom. Concertation, alliance... Pouvez-vous me dire un peu quelque chose? Non, Parce qu'on remarque qu'il y a maintenant plusieurs mouvements des opposants de la diaspora en Amérique du Nord. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la désunion, la mésentente? Vous ne parlez plus d'une seule voix là? Bon, c'est ce que j'ai dit, c'est un combat politique, hein, puisque même dans l'opposition, il y a ceux qui luttent pour un positionnement. Je ne sais pas pour gagner quoi. Maintenant, je représente le mouvement congolais contre la dictature. Nous sommes droits, nous avions un objectif, nous avions un idéal. La diversion ne fait pas partie de notre stratégie, de notre ligne politique. Nous sommes conscients, nous sommes conséquents. Oui. Et donc, s'il y a des groupes qui s'agitent, nous les observons et moi, je les observe. Bon, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a une structure, je sais qu'il y a une convention contre la dictature en Amérique du Nord et qui existe, que personnellement, enfin le mouvement congolais contre la dictature n'a jamais pris attache ou n'a jamais reçu aucune correspondance de façon officielle de cette structure. Maintenant, ce sont des personnalités que je connais. Tout ce que les autres font, il faut saluer parce que les actes qu'ils posent, ça va dans le même sens de la lutte. Oui. Hein? Donc qu'il y ait une diversité des associations, des mouvements, bon voilà. Et s'ils sont sincères, il faut saluer, il faut féliciter. On n'est pas contre tout ça. Oui. Voilà, pourvu que tous on lutte pour un seul objectif. Voilà. D'accord. On va essayer un peu de parler du drame du CHU. J'espère que vous avez vu à la télé, vous avez vu ce qui se passe, vous avez vu les photos, vous avez vu les commentaires, la population qui se plaignent. Est-ce que depuis que le Congo existe, je sais que cette situation n'a jamais existé, mais j'aimerais savoir un peu votre point de vue par rapport à cette situation-là. Et celle du mouvement, celui du mouvement congolais contre la dictature aussi. Oui, le problème c'est la désolation. Et le Congo vit une tragédie. Donc, c'est cette tragédie qui continue. Là, aujourd'hui, elle est généralisée. Le CHU, c'est parce que c'est une entité beaucoup visible. Et voilà pourquoi ça fait grand bruit. Parce que ça touche là le cœur même de la société, parce que c'est la santé. Voilà. Et sinon, il y en a beaucoup d'entreprises qui ferment les portes. La misère, elle est là.
Il y a beaucoup de familles qui n'ont pas pu envoyer, jusqu'à présent, qui n'ont pas pu envoyer leurs enfants à l'école parce qu'il n'y a pas d'argent. Maintenant, revenons au CHU. Vous savez que bon, c'est un club des pillards, des voleurs, qui ne savent pas faire le distinguo entre la chose publique et la chose privée, entre leur salaire et la caisse de l'entreprise. Sinon, le CHU, à ma connaissance, devrait être un peu paraétatique. Donc il y a une partie du privé et de l'État. Étatique. Voilà. Et encore, le CHU, c'est une institution qui génère de l'argent. Tout est payé au CHU. Donc le CHU, il y a des premiers besoins, les besoins de fonctionnement, en principe, ne se poseraient pas. Payer les salaires, ça... Et où va tout c'est ce que je dis, puisque c'est un club. Mais écoutez, lorsque vous avez des ministres de gouvernement qui vont dans des directions générales, des institutions financières, là, qui vont s'asseoir pour que le gestionnaire leur donne de l'argent. Le ministre allait au CHU pour que le gestionnaire du CHU donne de l'argent. Le ministre des Finances allait s'asseoir dans le bureau du directeur du port. Voyez-vous que c'est honteux, ces genres de situations. Et donc, le CHU, les médecins qui font un travail formidable, qui sont d'abord mal payés, donc sous-payés, et non seulement qu'ils soient sous-payés, non seulement les médecins, les infirmiers, enfin tout le personnel, qui font un travail formidable et qui sont mal payés, non seulement qu'ils soient mal payés, mais ça ne passe même plus. Et il y a un problème, alors que le CHU fait de l'argent. Donc le problème, si c'était un pouvoir responsable, effectivement, on revient à ce que vous venez de dire tout à l'heure, les gens devraient écoper des sanctions. Donc la direction de CHU devrait, puisqu'il y a le bilan qu'on devrait. Mais malheureusement, cela ne se passe pas. L'équipe est intacte. Voilà, ça veut dire que eux-mêmes ils savent. Voilà, non, eux-mêmes ils savent comment ils utilisent les recettes générées par. Personne ne dénonce l'autre. Mais oui, qui va dénoncer l'autre? Parce que sinon tout le monde. Bon, on ne peut pas dire que tout le monde s'en va, puisqu'il va les faire partir. Bon, paraît-il que l'éviction ou bien l'éjection du ministre Alain Akwala a été causée par, par le fait qu'il ait critiqué un certain nombre de ses collègues ministres et que, donc, sur la mauvaise gestion, bien sûr. Et bon, nous n'avions pas à commenter, c'est pas le limogeage des ministres, vous êtes nommé, et vous pouvez être dénommé. Donc s'il a été nommé et qu'il a été relevé, de toute façon, ce n'est pas la première fois qu'il soit relevé. Ça, il reviendra, ça c'est leur petite cousine interne. Il faut voir, Alain Akwala n'est pas un modèle qui peut donner les leçons aux autres. Ils sont tous dans le même panier, donc qu'on ne s'amuse pas là. D'accord. Nous avons entendu que selon certaines informations, que la ville de Kimongo est entre les mains des Angolais. Je ne sais pas. Selon ce que les Congolais disent, on n'a pas vérifié l'information. Peut-être que vous savez quelque chose à ce propos. Bon, je n'y pense pas parce qu'avant que je vienne au studio, j'ai causé avec le président pendant plus d'1 heure. On était, bon, lui il était hier en réunion avec nos gens au pays et même qui sont à Dolisie là. Et donc jusque-là, il n'y avait pas une telle information parce qu'il m'aurait informé. Donc personnellement, je n'ai pas l'information. J'ai causé avec lui, il ne m'a pas non plus donné cette information. Donc prenons cette information au conditionnel s'il faut. D'accord. Et une dernière question avant qu'on en finisse. L'avant-dernière question, bien sûr, c'est une question concernant le Nouveau Congo. Puisqu'on entend peu parler au niveau de la diaspora congolaise, on sait que certains de vos membres, certains des membres de votre mouvement s'associent souvent avec ce mouvement pour des réunions, des choses comme ça. Alors les gens s'interrogent un peu, ils veulent savoir est-ce que le Nouveau Congo est égal au mouvement congolais contre la dictature ou bien c'est deux mouvements différents? Non, bon, c'est peut-être
vous n'avez pas une information précise. Précise, oui, peut-être. Voilà. C'est la raison pour laquelle je voilà. posé cette question. Il n'y a pas certains membres du mouvement congolais contre la dictature qui s'associent ou qui tiennent des réunions avec le Nouveau Congo. Non, le Nouveau Congo est un partenaire fiable pour le mouvement congolais contre la dictature. Donc nous avions un partenariat. Parce que le mouvement congolais contre la dictature est engagé dans une dynamique de rassemblement. Ah oui. Et dans cette dynamique, le mouvement congolais contre la dictature, plutôt le Nouveau Congo, répond vraiment à la ligne politique du mouvement congolais contre la dictature. Donc nous sommes en partenariat. Nous avons organisé des universités en mai dernier ensemble. Hein? Et donc nous travaillons de connivence. Maintenant, le mouvement congolais contre la dictature, c'est un mouvement à part entière qui a ses statuts, tout comme le Nouveau Congo, mais qui sont des partenaires, qui travaillent ensemble parce qu'ils ont la même vision pour le Congo. Il n'y a pas d'amalgame. Vous verrez que partout, nous nous retrouvons ensemble avec le Nouveau Congo qui est un partenaire. Peut-être demain, ça ne sera pas seulement le Nouveau Congo, il y aura d'autres, puisqu'on est dans cette dynamique. Au sorti même de nos universités, hein, nous avions, dans cette dynamique-là, nous avions lancé la mise en place d'un comité de relais. Bon, que nous étions en train de discuter avec les uns et les autres. Et en privé, il y a beaucoup ont donné leur avis favorable. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la vie politique de l'opposition est émaillée d'une jalousie à tel point que il y a certains, avec leur progéniture, essaient de récupérer l'initiative. Bon, d'autres venaient, je ne sais pas si vous avez suivi, les Wabari viennent de mettre en place, je sais pas, un comité ad hoc et tout consort. Et quand vous voyez vous le disiez un peu, c'est ce qu'a décidé le MCCD, hein, qu'ils ont repris. Mais pourquoi ne pas s'asseoir, discuter? Et c'est là où nous avons dit que certains ne sont pas pour vraiment la bonne marche de l'opposition et que ce n'est pas tout d'un coup qu'on devient vraiment opposant. Voilà. D'accord. Une dernière question concernant la nouvelle responsabilité qu'on a confiée à M. Denis Sassou Nguesso sur la crise kenyane. Nous savons qu'il y a problème entre le pouvoir en place et l'opposition sur l'organisation des élections. Et vous savez que même dans le passé, il y avait une crise, il y avait eu des morts, beaucoup de morts au Kenya, toujours pour cette crise politique. Est-ce que pour vous, la désignation de M. Denis Sassou Nguesso par l'Union africaine comme médiateur de la crise kenyane est une opportunité pour le président Denis Sassou Nguesso de retrouver un peu son blason qui en fait a été terni un peu par l'image de la crise actuelle, ou bien est-ce qu'il sera à la hauteur de cette situation? Bon, je ne sais pas, vous parlez déjà d'un blason terni. Je ne sais pas s'il a été rayonnant et qu'il est terni, non. Écoutez, il y a des choses qui, c'est de la poudre aux yeux. Et voilà pourquoi ces institutions-là font honte. Hein? Ils font honte parce que là-dedans, il y en a des gens qui méritent leurs élections et qui méritent le respect de leur peuple. Mais si ce que vous dites est vrai, responsabiliser un certain monsieur comme Sassou pour résoudre une crise d'ordre électoral, c'est de l'insulte, de l'injure à ce peuple-là, hein, au peuple kenyan. Ouais. Parce que, non, c'est sérieux. Hein, ces dirigeants devraient être sérieux. Il y a d'autres qui méritaient de jouer ce rôle que M. Sassou. Et ça, c'est même manque de respect et de considération pour le peuple congolais lorsqu'on désigne M. Sassou comme médiateur d'une telle crise. C'est ahurissant. Mais enfin, que voulez-vous? Il faut lutter pour que les choses changent demain dans toute la zone, notre zone à nous. Cette zone CEMAC, cette zone de l'Afrique centrale, il faut qu'elle soit représentée par des hommes, des personnes dignes, pas à l'image de M. Sassou. C'est malheureux.
Alors, Monsieur Pierre Milika Mimanga, j'avais une question concernant un peu le mémorandum de... En fait, ce que la diaspora congolaise a décidé au niveau... il paraît-il que vous avez mis en place un mémorandum, je ne sais pas quoi exactement, donc c'est la raison pour laquelle on veut avoir un peu plus d'informations, vous qui êtes mieux placé pour nous apporter des informations à ce sujet-là. Bon, le mémorandum a été initié par l'opposition de la diaspora. Je crois que le président du mouvement congolais contre la dictature avait été sollicité, pas pour la rédaction ou la conception, hein, oui. Mais bon, qu'est-ce qu'il en pensait? Il avait ordonné à ce qu'il soit signataire, pas parce qu'il approuvait, ou pas parce que le mouvement congolais contre la dictature approuvait l'initiative, mais par solidarité. Il fallait le faire, parce que tout ce que les autres prennent comme initiative, il faut encourager. Donc sur le plan communicationnel, c'est important. Oui. Hein? Et ça, c'est la forme. Bon, maintenant dire que cela pouvait fléchir la position du Fonds monétaire, ça c'est de l'illusion. Ah oui. Voilà. Mais sur le plan communicationnel, c'est important ce qu'ils ont fait. Il faut apprécier, parce que des gens qui s'enferment, qui prennent leur temps à écrire, on ne peut pas dire que ça n'a pas de sens. Ah oui. Non. Point de vue forme, c'est appréciable. Mais point de vue fond, ça n'a pas d'impact. Sinon que le FMI a une politique, on connaît ses missions et ses valeurs. Ah oui. C'est même lui qui est à l'origine de la mauvaise gouvernance, hein, parce qu'ils encouragent cela, parce que leur mission c'est de prêter de l'argent, c'est de vendeur d'argent. Et donc il faut qu'il y ait des gens comme les Sassou pour que ils fassent beaucoup d'argent, hein, voilà. Et donc oui, il y a eu ce mémorandum, mais comme je l'ai dit, point de vue forme, c'est important, mais point de vue fond, il ne faut pas attendre grand-chose. Et puis l'opposition ne peut pas chercher à participer aux négociations avec le Fonds monétaire. Non. D'abord, cette institution ne s'ingère pas, entre guillemets, de la politique des États et négocie qu'avec celui qui est là. Donc, qu'il soit dictateur ou pas, ce n'est pas leur affaire. Voilà. Ce que l'opposition a fait, ce n'est pas chercher par ces moyens-là, chercher à sauver Sassou. Non. C'est comment faire avec le peuple, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Pour sortir de ce gouffre. C'est-à-dire que faire partir avec l'aide du peuple, accompagner le peuple, comment le peuple, par les moyens qui sont les siens, peut renverser la situation. Voilà, donc il n'y a pas à chercher à le sauver. Vouloir... Est-ce que le FMI, excusez-moi, est-ce que le FMI est là réellement pour sauver le pouvoir en place ou bien pour sauver le peuple? C'est ce que j'ai dit, que cette institution n'est pas là pour sauver le peuple. Hein? Oui. Cette institution vend de l'argent. Et le Congo, c'est un client, comme l'a été la Grèce, comme l'a été l'Espagne. Et comme l'a toujours été aussi le Congo, ce n'est pas la première fois que le Congo sollicite l'aide du Fonds monétaire international, qui n'a jamais développé aussi un pays. Et donc, ce que le fonds veut, c'est générer ses intérêts en temps record. Hein, parce que cet argent, il va le leur donner. Ne vous en faites pas, ils vont en donner. Et ils vont poser les conditions habituelles. Hein, c'est leur règle économique qui est la bonne gouvernance et donc qui est égale à la rigueur. C'est, comment vous appelez ça, il y a un terme économique là, hein, où les gens, l'austérité, voilà, ça sera de l'austérité pure et simple, comme ça a déjà commencé, avant qu'ils arrivent, ça a déjà commencé, puisqu'il y a des entreprises qui ferment, et demain c'est d'autres conditions peut-être plus dramatiques qu'on va imposer, et le peuple va subir, et donc ce que le peuple a à faire, c'est, le peuple n'a pas de problème avec le fonds.
Le peuple a des problèmes avec le dictateur qui est là. Et comment on peut être avec le peuple ensemble, et comme on l'a toujours été d'ailleurs, pour renverser la vapeur. Et donc faire partir ce monsieur. Et puis en ce moment, les accords peuvent être renégociés avec des gens dignes et responsables. Et que cet argent, si vraiment on a besoin de cet argent, comment relancer la machine économique. D'accord. Alors, monsieur Pierre Melika, une dernière question concernant la sortie du franc CFA. Bon, est-ce que, bon, puisqu'on a vu au niveau de l'Afrique de l'Ouest que certaines personnes, certains mouvements sont pour la sortie du franc CFA, c'est-à-dire la sortie de leur pays dans la zone du franc CFA contrôlée par la France. Est-ce qu'au niveau du Congo, on n'entend presque pas parler, hein, le gouvernement, les leaders politiques n'en parlent pas, mais au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ça fait quand même un peu beaucoup de bruit. Oui, mais d'abord, le grand problème, c'est même le grand problème du CFA, ça se pose même beaucoup plus dans la zone l'UMOA, hein, donc CEMAC plutôt, oui. Donc au niveau de l'Afrique centrale. Bon, écoutez, c'est pas, je pense pas. C'est vrai que c'est une monnaie coloniale, c'est le seul lien aujourd'hui qui nous lie à la France. Oui, mais dans la question, ce n'est pas la grande équation, ce n'est pas la sortie de l'euro, plutôt la sortie du CFA en tant que tel. Mais c'est savoir si vraiment nos économies sont prêtes à supporter cette sortie-là. Oui. C'est ça d'abord la grande question. Bon, maintenant, avec ce que nous avions comme problème, nous ne pensons pas que ça soit l'opposition, bon, surtout l'opposition. C'est pas le moment d'en parler parce que nous avions une préoccupation. La préoccupation, c'est d'abord mettre hors l'état de nuire cette dictature, et puis on verra, parce qu'il nous faut des politiques économiques agressives, cohérentes, fortes, qui peuvent être génératrices de croissance, hein, et pouvant croître, n'est-ce pas, nos capacités de production dans nos États respectifs, et qui peuvent être à l'origine de la stabilité de la monnaie, si demain on pouvait trouver une monnaie commune. Alors, est-ce que c'est une monnaie, est-ce que c'est plusieurs monnaies? Nous pensons que les experts, le moment venu, vont s'y mettre pour essayer de voir quelle est la solution la meilleure. Et à nous aussi, nous avions des militants qu'il faut toujours adresser un message d'espérance, hein, de combativité. Hein, il ne faut pas qu'ils se fatiguent. Le combat est difficile, il est long, plein d'embûches. Mais il ne faut pas qu'ils restent les fesses collées au sol. On tombe, on se relève. On est ensemble, on va gagner cette lutte-là avec le peuple, ensemble. La victoire est de notre côté. Merci. D'accord. Merci, Monsieur Pierre Melika Nimanga. Et nous vous remercions pour en fait, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir aussi répondu à toutes les questions que nous vous avions posées. Vous êtes le représentant du mouvement congolais contre la dictature au Congo-Brazzaville, bien sûr, section Amérique du Nord. Et j'aimerais, avant de terminer, saluer aussi notre sœur Sadio Morel Kanté qui est en France là-bas, qui lutte aussi pour cette même cause, et Monsieur John Lewis qui est aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est par ce mot que nous vous disons au revoir et que nous voulons aussi dire merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo, cette émission, Œil sur la politique, pour le temps bien sûr que vous avez consacré, et donc à nous revoir à la prochaine occasion. Merci.